Bonjour Laurent Mukeli, Bonjour. vous a fait le grand plaisir d'être déjà intervenu la dernière fois pour nous parler de problématiques de conflits d'intérêts, de laboratoires pharmaceutiques, et on en a appris beaucoup de choses. Vous êtes spécialisé dans les questions de criminalité, de délinquance et de sécurité, de justice aussi. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels nous pouvons citer La France telle qu'elle est pour en finir avec la complainte nationaliste, chez Fayard, La sociologie de la délinquance chez Armand Collin, et enfin Vous êtes filmé, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance chez Armand Collin. Je m'appelle Jean-Pascal Schaeffer, je suis basé sur Marseille, mes compétences sont dans le domaine de l'énergie et du numérique, et je m'intéresse également aux questions de citoyenneté et de démocratie qu'on va beaucoup voir aujourd'hui. Donc sur cette chaîne, l'objectif est d'aider nos auditeurs à mieux comprendre les enjeux sociaux et démocratiques, même s'il est important de bien poser le diagnostic, ce qu'on va faire. Je propose qu'on s'intéresse aussi beaucoup aux solutions. En particulier, donc on compte sur vous pour que les citoyens français et aussi ceux de la sphère francophone comprennent bien ce qui se joue et en quoi ils peuvent être acteurs de la suite des événements. Aujourd'hui, au menu, après la précédente séquence sur les conflits d'intérêts, société, citoyenneté, délinquance, surveillance de masse, démocratie, vous avez plein d'idées sur ces sujets. On est très impatients d'en savoir plus. Pour démarrer, je vous pose un retour sur la période du confinement. On a eu le sentiment, j'habite Marseille, vous êtes voisins, il semble que les quartiers populaires soient restés particulièrement calmes pendant cette période du confinement. Je pense au quartier nord de Marseille. Quel est votre point de vue là-dessus? Je dirais qu'il se passe évidemment grosso modo les mêmes processus dans les quartiers les plus pauvres de Marseille que ceux qu'on peut rencontrer dans nombreuses villes de la région parisienne. La petite différence peut-être de longue date, c'est que certains travaux avaient montré, alors je ne sais pas si c'est encore vrai en 2020, mais il y a une dizaine d'années, certains travaux avaient montré qu'il y avait dans les quartiers pauvres de Marseille, notamment les quartiers nord, c'est-à-dire le 13e, 14e, 15e, qui avait notamment un tissu associatif et des formes de solidarité qui étaient plus fortes que ce qu'on pouvait rencontrer dans d'autres quartiers très pauvres de France, que ce soit en région parisienne ou ça a été comparé également avec la région toulousaine, le Grand Ensemble du Mirail par exemple. Voilà. C'est une chose. Ensuite, il y a l'hypothèse également classique, mais qui tient moins ici évidemment, qui consistait à vouloir expliquer ça par la prégnance des trafics de drogue. Et donc les trafiquants ayant évidemment intérêt à ce qu'il y ait le moins d'incidents possible pour ne pas attirer le regard policier davantage, ce qui a longtemps été une explication, y compris en 2005, on s'en souvient de ce pourquoi il y aurait eu moins d'émeutes à Marseille en 2005 que dans les autres grands quartiers populaires de France. Alors, c'est une explication qui a sa logique, bien sûr, mais bah, voilà, comme pendant le confinement, du coup, il y a eu évidemment un impact énorme sur le trafic de rue, hein, en tout cas, puisque ce n'est pas le seul. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de choses sur Internet aussi, avec des systèmes de commandes sur Internet et de livraison à domicile. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la vente dans la rue, évidemment, ça a été considérablement impacté par le confinement. Donc, l'explication là tient pas trop. Alors, peut-être faut-il en revenir au fait que voilà, il y a davantage d'entraide et de solidarité. C'est une hypothèse. J'ai pas d'enquête et j'en ai pas lu, donc j'ai aucune certitude en la matière. Sur les questions d'économie souterraine, pas davantage d'idées. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça s'est mis en sommeil? Est-ce que ça a continué de façon un peu discrète? Ah ben, la seule chose qui est évidente, c'est que ça a profité enfin, comme je vous l'avais dit la première, je crois de manière générale, ce qui s'est passé pendant la crise, on va parler au passé maintenant parce qu'en fait elle est finie, hein, même si politiquement on maintient tel ou tel effet, mais d'un point de vue médical, sanitaire, elle est terminée, pour l'instant en tout cas. Euh, Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la crise a rien inventé de nouveau en fait, hein. Elle a révélé, accentué des tendances préexistantes à peu près dans tous les domaines. Donc, si on parle des économies souterraines, des trafics de drogue, une des tendances de fond, c'était le développement du trafic sur Internet, en fait, hein, des commandes, livraisons sur Internet. Donc, on peut évidemment penser qu'en période de confinement qui a considérablement réduit le trafic de rue, eh ben, c'est Internet qui a gagné des parts de marché, on va dire. Voilà, c'est l'hypothèse la plus évidente qui vient.
Ah, c'est assez impressionnant, effectivement, cette notion-là, de se dire que le numérique a été aussi utilisé pour, pour les trafics. Ah bah, Euh, il faut raisonner Une des erreurs, c'est l'occasion de le dire comme ça, hein, mais une des erreurs classiques des gens qui raisonnent sur la délinquance consiste à penser que c'est un espèce de monde à part, différent du reste de la société. C'est l'erreur de base. La délinquance, c'est quelque chose qui est complètement fondu dans l'organisation de la société, que ce soit la délinquance des pauvres ou celle des riches d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs formes de délinquance. Elles sont toutes intégrées à leur façon dans la société. Donc à partir du moment où la société est de plus en plus numérique et où les paiements en ligne se généralisent, ben, il était logique que ça impacte également les activités criminelles, quelles qu'elles soient, enfin, ou illégales en tout cas, quelles qu'elles soient. d'accord. Alors, on a cette fameuse application Stop Covid qui a été validée par le Parlement. À l'heure qu'il est, je n'ai pas la certitude que tout soit déjà opérationnel. Je ne sais pas si vous avez fait le test de téléchargement de l'application. Euh, quel est votre sentiment sur cette application? Alors, il y a plusieurs niveaux de discussion possibles, hein. Il y a bien sûr un niveau technique et juridique qui est très important, qui fait l'essentiel du débat dit de spécialistes. Alors, je ne dis pas qu'il est important, mais vous allez voir que je vais le déplacer, moi, en disant qu'il y a autre chose qui me paraît encore plus important. Mais pour ne pas le contourner non plus, le niveau technique et juridique est très important parce que c'est globalement un des enjeux pour les technologies de surveillance et le développement du numérique, c'est la protection de la vie privée, des libertés publiques. C'est la constitution des fichiers, c'est la tendance au fichage généralisé de la population. Donc évidemment, toutes ces questions-là se retrouvent complètement avec l'application Stop Covid, comme elles se sont retrouvées voilà, à de nombreuses reprises ces dernières années. Donc se posent des problèmes très précis de fichage, de constitution de bases de données, nominatives ou pas, de propriété de ces bases de données, du rôle des GAFA, évidemment, là-dedans, hein, du rôle d'Apple, de Google, de machin. Voilà. Ce sont des questions tout à fait essentielles, mais qui se posent de manière générale. Elles se posent aussi pour les réseaux sociaux, hein, pensons à Facebook, évidemment. Donc voilà, elles se posent de manière générale. Elles se posent là aussi, évidemment. Elles posent des questions supplémentaires en termes de secret médical, en termes de donc vie privée, propriété des données de santé. Voilà, il y a toute une série de choses qui font l'objet de discussions techniques et juridiques tout à fait essentielles. Mais moi, ce que je voudrais dire surtout, ce pourquoi, à titre personnel, par ailleurs, il est hors de question que je télécharge cette application, c'est que j'en désapprouve la logique fondamentale, qui est d'ailleurs celle qui préside depuis le début de la crise sanitaire, qui consiste notamment, qui consiste globalement en une infantilisation de la population, premier point, et deuxième point, encore plus surprenant, en une infantilisation du corps médical. Comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà à propos du traitement médical dont on a parlé la dernière fois ensemble, une des choses qui m'a le plus choqué depuis le début de cette histoire, c'est qu'on cherche à restreindre la liberté de prescrire des médecins de base, les médecins de ville, hein, par opposition à la médecine hospitalière, et plus précisément encore, qu'il ne paraisse pas évident que dans une guerre, comme on dit, hein, enfin dans une crise et dans une urgence, face en plus à quelque chose qu'on ne connaît pas bien encore, au fond, on se prive de la première ligne fondamentale, de l'infanterie fondamentale, si on veut filer la métaphore militaire. On se prive de la base, au fond, qui est l'infanterie, les médecins, qui sont les premiers contacts pour n'importe quelle famille d'entre nous, hein, voilà, son médecin de famille, le premier référent, le médecin de quartier, celui qu'on peut facilement aller voir, celui à qui on va téléphoner, etc., qu'on les squeeze au fond, qu'on passe par-dessus eux. Et ça, c'est quelque chose, mais qui est totalement irrationnel et, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, qui est de surcroît totalement franco-français. Hein, c'est-à-dire que dans la quasi-totalité des autres pays du monde, cette situation également paraît aberrante. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé en Corée? Parce qu'il semblerait que leur système soit un peu dans le même esprit, non? Alors, il y a certains pays asiatiques qui sont encore plus avancés dans le développement numérique, on va dire, que nous, parce qu'ils se sont par ailleurs les pays où les principales entreprises fabricant le numérique sont là, hein, la Corée, la Chine, bien entendu. Il y a une grande différence néanmoins, c'est qu'il y a par ailleurs, si on prend le cas de la Corée en tout cas, hein, et si je m'appuie sur le rapport qu'a fait sur la Corée un collègue CNRS,
3 semaines à mois maintenant à peu près. La différence, c'est qu'il y a un grand consensus au fond démocratique autour de la question de la gouvernance de la crise. C'est pas comment dire, ce ne sont pas les élus politiques qui gouvernent la crise, c'est l'agence sanitaire coréenne qui fait l'objet d'une délégation de pouvoir exceptionnelle au fond pour gérer tout ça, avec des pouvoirs de décision, avec des pouvoirs de police. C'est une situation complètement différente et avec une adhésion manifestement, pour ce que j'en ai lu, assez massive de la population. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout cette situation typique française de bonapartisme, au fond, voilà, d'un président de la République, éventuellement de temps en temps un Premier ministre ou tel ministre dont on a l'impression que voilà, ils sont mis à 3 autour d'une table et c'est eux qui décident pour la France entière. Ça, c'est quelque chose de quand même de très, très caractéristique aussi. C'est ce pourquoi vous voulez qu'on discute aujourd'hui, je pense, évidemment, de la démocratie. Bon, mais une des conséquences de ça et une grande différence, je pense que l'idée de se priver de la première ligne de l'infanterie que constituent les médecins de ville, y compris en Corée, c'est une idée qui, je ne l'ai pas vérifiée sur place, bref, je fais facilement l'hypothèse que là-bas aussi, ça paraîtrait une aberration. Et votre suggestion, ça voudrait dire que ce que vous souhaiteriez plutôt, c'est que les médecins de ville soient vraiment associés à la détection, à l'identification. C'est plutôt cette approche-là que vous préconiseriez. Oui, ce que je veux dire par problème global, c'est une façon de penser, au fond. Et ce qui me choque le plus, et ce pourquoi je conteste tout ça, c'est que la façon de penser globale ne me va pas. La façon de penser globale consiste à dire, il y a 3, je caricature pour faire comprendre l'idée, il y a 3 personnes dans un bureau à Paris qui, pour telle ou telle raison, ils sont élus, ils ont des diplômes, ils ont machin, seraient plus intelligents que tout le monde, décident pour le lendemain ce que des dizaines de millions de personnes doivent faire. Voilà. C'est papa qui décide et nous sommes tous des petits gamins. Bon. Ce modèle de pensée me semble en soi un problème. Et ça correspond aussi à ce qu'on appelle le modèle top-down. Tout part d'en haut et descend vers le bas, et les autres, vous devez être au garde à vous. Voilà. Je suis pour ma part convaincu que c'est si ce n'est la raison majeure de la crise de nos démocraties représentatives, et qu'il faut absolument et d'urgence s'interroger sur l'inverse de ce modèle qui consiste à penser que non, les choses partent du bas, du réel, des citoyens de base, pour remonter. Et qu'il faut en tout cas, à tout le moins, que ça circule dans ces deux sens-là. Donc c'est également pour la raison pour laquelle je pense que les meilleurs gestionnaires à la base de nos problèmes de santé, c'est les patients et leurs médecins. C'est la base. Et qu'il n'y a aucune raison pour que dans cette crise, on rompe cette logique et on ne se comporte pas comme on se comporterait avec d'autres maladies. En particulier, il n'y a aucune raison pour squeezer ce dialogue fondamental entre le médecin et son patient, qui est la base de tout et qui est la seule réalité tangible. C'est aussi parce que je raisonne comme ça que j'ai pris d'emblée des positions consistant à dire il faut écouter ce que dit le docteur Raoult. C'est aussi pour ça, et pas pour je ne sais quelle raison fantasque ou bizarre. C'est parce que le gars, lui, il n'a pas oublié ça. Il dit, voilà, la base, c'est un médecin qui soigne un patient. Et tout doit partir de là. Tout doit partir de là. Mais c'est pareil ici. Donc, si on donnait des consignes aux médecins, prenez davantage de nouvelles de vos patients, voici une grille de dépistage des éventuels problèmes. On communique à la population en disant, s'il vous plaît, faites part à votre médecin des événements, de ceci, de cela. Avez-vous eu dans votre entourage? Avez-vous rencontré? Pensez-vous que, etc. Bref, le réseau, le tissu, la circulation d'informations de base, elle est là. Au lieu de ça, donc, non, nous sommes tous des petits-enfants, nous ne savons pas, voire même peut-être certains imaginent que, je ne sais pas, qu'on serait prêt à tricher ou je ne sais quoi. Et donc, c'est la technologie qui va nous donner la réponse miraculeuse. Et il suffit à chacun d'entre nous tout gentiment de l'appliquer, de la remplir, et ça va régler les problèmes à notre place. Voilà. C'est fondamentalement cette logique-là que je conteste dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres en fait. D'accord. Ce qu'on a pu observer dans cette affaire du Covid, c'est que finalement les ARS se sont montrées assez incompétentes pour gérer une crise. Les ARS étaient a priori plutôt dimensionnés pour gérer des questions un peu standards, de périodes classiques, de routine hospitalière, de gestion de lits d'hôpitaux, de plans de transition vers éventuellement une réduction du nombre d'emplois et
déploiement d'économies à une certaine échelle. Et face à cela, on a d'autres cellules qui sont avec toutes leurs caractéristiques bonapartistes que vous avez évoquées, mais qui sont mieux structurées comme les cellules du ministère de l'Intérieur. Quand vous avez une inondation, quand vous avez une violente tempête, quand vous avez quelque chose qui se passe mal, c'est peut-être bonapartiste, mais ça marche. Alors que là, on est effectivement tombé avec un système qui, en plus, ne marchait pas. Il est certain que je ne vois pas comment on va pouvoir faire l'économie d'une analyse critique de la bureaucratie sanitaire. Ça, c'est certain, et à tous les niveaux. Vous avez raison de parler des agences régionales, comme au niveau national. Les relations, les circuits d'information entre toutes ces agences, toute cette bureaucratie, tous ces hauts fonctionnaires de bureaux, hein, et les innombrables dysfonctionnements qu'il y a à tous les niveaux. Et je dirais même, de surcroît, l'incapacité à produire massivement de la donnée fiable pertinente aussi. Parce que quand vous allez un peu sur les sites internationaux pour commencer à essayer de chercher un petit peu des données statistiques solides sur le Covid, comparer la France à d'autres pays, enfin, voilà, on fait souvent pas le figure. Donc, tout ça pour ça en plus. Tous ces appareils énormes pour ça. Ce qui malheureusement ne me surprend pas beaucoup pour avoir travaillé il n'y a pas très longtemps sur la question des impacts sanitaires des pollutions industrielles, c'est quand même sidérant de voir que dans toutes les régions où sont implantées des industries potentiellement dangereuses, classées Céveso, quel que soit le niveau de Céveso, il est impossible d'obtenir des données sanitaires précises à l'échelle communale, hein, concernant donc toutes les populations environnantes de manière un peu systématique. Alors que, personnellement, je suis nommé directeur d'une agence régionale de santé, c'est une des premières choses que je vais faire et que je vais dire à mes équipes de faire. Je veux un diagnostic sanitaire de toutes les populations qui sont potentiellement en risque. Eh ben non. Eh ben non. Bon. Donc, bien sûr, il y a des vrais soucis à ce niveau-là et j'espère beaucoup, je ne sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, mais j'espère beaucoup qu'à l'issue de cette crise, on va être capable de tirer un certain nombre de leçons et que parmi les leçons qu'on va tirer, il y en a plusieurs. Hein. Il y aura celle du fonctionnement ou du non-fonctionnement des médias, mais il y aura celle aussi donc, de l'administration et de la bureaucratie sanitaire. Et j'espère surtout qu'on aura, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir, hein, je dois le dire, mais j'espère qu'on aura quand même quelques commissions d'enquête parlementaires dignes de ce nom, hein, capables de faire un peu la lumière sur toutes ces choses-là. Après tout, ces jours derniers est sorti enfin un rapport parlementaire sur l'incendie des usines à Lubrizol à Rennes, hein, bon, qui n'aborde pas tous les problèmes, mais au moins déjà certains. Donc j'espère au moins que cet outil démocratique fondamental qu'est le contrôle parlementaire aura à cœur, mais je répète que je n'ai pas beaucoup d'espoir, hein, mais enfin une partie des parlementaires en tout cas auront à cœur de se saisir de cet outil qui est fondamental. C'est un contre-pouvoir tout à fait essentiel, le contrôle parlementaire. Aujourd'hui, on peut quand même s'interroger sur son fonctionnement. Je ne sais pas si vous êtes en capacité de me citer un seul rapport parlementaire qui a mis vraiment les points sur les i sur des problèmes majeurs enregistrés au plus haut niveau de l'État. Moi, je ne suis pas capable de vous en citer un seul. Non, mais c'est un très gros souci. C'est la nature de l'homme. Et puis, c'est la nature médiatique. On attend des infos, mais dans les faits, malheureusement, c'est délicat. C'est un très très gros souci. Bien souvent, des petites informations, enfin qui ont l'air petites parce qu'elles sont précises, s'obtiennent davantage parce que, à force de harceler le gouvernement, un parlementaire, hein, par le biais des questions écrites, finit par 6 mois après, 1 an après, recevoir enfin la réponse qui informe sur un aspect tout très précis. Je me souviens de la façon, par exemple, dont l'ancien député socialiste, M. Rosière, a harcelé le gouvernement pendant des années pour obtenir des informations sur l'utilisation des budgets de l'Élysée,
du Premier ministre, sur des choses où il y avait une opacité incroyable. Bon, quand on lit les livres qu'il en a tirés, le nombre d'années qu'il lui a fallu pour obtenir une ligne budgétaire un peu précise, savoir ce qu'elle cachait, ce qu'il y avait dedans, alors qu'il s'agit des dépenses publiques, des finances publiques, donc de notre argent à tous. Bon, voilà. C'est effectivement un très gros souci. Et si, comme je le disais, en plus, dans le même temps, nous avons des médias définis ici comme les entreprises qui emploient officiellement des journalistes, pas au sens général de tout ce qui peut faire office de médias, si en même temps nous avons donc des entreprises médiatiques qui elles-mêmes sont en très très grande difficulté pour produire autre chose que du commentaire superficiel d'actualité et faire encore un minimum d'enquête et d'investigation, eh ben, il y a grand péril sur la démocratie. On a vu arriver de nombreux drones pour surveiller le respect du confinement. Que vont devenir ces drones maintenant que le confinement est terminé? Alors, c'est une très bonne question. C'est ce qu'on voit beaucoup depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est-à-dire comment, dans des moments dits exceptionnels, des circonstances dites exceptionnelles, se déploient des outils de surveillance, des outils de contrôle qui sont présentés comme liés à cette exceptionnalité et qui, en réalité, lorsque le temps de l'exception s'achève, eh ben, au lieu de disparaître, ils sont tout partie intégrés dans la normalité. Voilà. L'état d'urgence est fini, on fait une loi qui fait rentrer la moitié des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Sous couvert de lutte antiterrorisme, on fait rentrer dans le droit commun des choses qui étaient présentées au début comme des exceptions. C'est ce qu'on vit en fait depuis maintenant une vingtaine d'années. Quantité de juristes l'ont analysé, décrit, publié tout ça en détail. Donc les drones, eh ben, c'est le dernier exemple effectivement de cette logique-là. Alors cette logique, elle est connue hein, dans mon livre que vous avez eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure sur la vidéosurveillance en 2018. Dans la conclusion, j'annonçais déjà l'arrivée dans les 2 années qui allaient suivre, donc 2019 et 2020, l'arrivée d'une part de la reconnaissance faciale et d'autre part des drones. Or, qu'est-ce qu'on a vu? Campagne pour les élections municipales 2019, reconnaissance faciale, et confinement, drone. Voilà. Alors pourquoi? Je ne suis pas devin. Hein, c'était pas difficile en fait d'annoncer qu'ils allaient arriver parce que quand on suivait le développement industriel, quand on suivait les salons privés de la sécurité, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là au fond. La technologie elle est au point depuis longtemps. Les industriels attendaient simplement le créneau, l'aubaine hein, pour pouvoir commencer à les commercialiser en direction non plus simplement de tel ou tel privé, particulier ou entreprise, mais en direction des pouvoirs publics et des politiques publiques. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé dans une absence de cadre juridique et dans une aberration apparente d'usage qui cache en fait une raison d'être fondamentale, qui est une raison d'être politique. Je m'explique sur les 3 choses. Flou juridique, ben oui, il n'y a pas pour l'instant d'encadrement juridique des drones et pourtant on les a utilisés. Exemple concret, très précis, tout système de vidéosurveillance implanté dans les rues de nos villes doit être équipé d'un système, en particulier pour ce qui concerne les caméras qui tournent à 360 degrés, équipé d'un système qui va flouter automatiquement les images si dans sa rotation, la caméra est amenée à passer devant une partie privative. Dit en langage clair, si la caméra en tournant doit passer devant la fenêtre de votre salon ou de votre salle de bain, elle doit automatiquement se flouter. C'est le respect de votre vie privée. Voilà. Et ben, les drones ne sont pas du tout équipés de ça. Et comme il n'y a pas de loi qui les y oblige, puisque pour l'instant, il n'y a pas de loi du tout. Voilà. Donc voilà un exemple typique de droit fondamental qui est bafoué parce qu'on utilise un vide juridique et qu'on déploie sans se poser de questions quelque chose. J'ai dit deuxièmement des usages qui sont apparemment irrationnels, c'est-à-dire qu'en fait, des usages qui ne correspondent pas à ce qui est annoncé officiellement, voilà. Ou à la logique, hein, au principe au nom desquels on dit qu'on va en faire usage. Donc on dit qu'on va faire usage des drones pour aider à surveiller le bon fonctionnement du confinement. Ok, sauf qu'en pratique, l'usage des drones est totalement inutile et ne sert absolument à rien en termes sanitaires. Exemple là aussi très concret, à quoi est-ce qu'on a utilisé les drones? On les a utilisés massivement pour essayer de repérer des gens isolés.
Alors, en vide, ça va être la personne qui traîne tard dans une ruelle ou qui essaie de se cacher sous un arbre dans un parc, un jardin public. Et en milieu rural où j'habite moi, les drones, c'était pour aller surveiller des gens qui sont sur un bord de lac ou d'étang, où on a vu à la plage, ou qui sont partis faire une randonnée dans un massif forestier, faire un tour sur la Sainte-Baume, ou que sais-je. Ce qui est, en termes sanitaires, aberrant, une perte d'argent totale. Parce que les deux personnes qui vont se promener en forêt au bord de l'étang ne constituent en aucun cas une menace sanitaire pour qui que ce soit, puisqu'ils sont précisément tout seuls. Voilà. Par contre, dans le même temps, jusqu'à une époque très récente, les seuls commerces qui étaient ouverts étaient les commerces d'alimentation. Et qu'est-ce qu'on voyait quand on allait faire ses courses? Vous l'avez fait, je l'ai fait, tous les gens qui nous écoutent l'ont fait. On voyait que jusqu'à une époque très récente, tout le monde allait faire ses courses sans masque, sans gants et sans gel. Et que même quand on faisait la queue avant en respectant 1,50 m entre chaque caddie, machin, dès que les grilles ouvraient, en tout cas moi je l'ai fait systématiquement cette expérience, dès que les portes du supermarché ouvraient, les gens s'engouffraient là-dessus. À certaines époques, se précipitaient pour piquer le plus possible de telle ou telle chose, et il n'y avait plus du tout 1,50 m entre les gens. C'est pas vrai, il n'y avait parfois même pas 15 cm. Hein, voilà. Donc c'est une blague. Les endroits qui sont d'un point de vue vraiment médical, si c'était vraiment l'enjeu, qui sont vraiment à risque, n'ont fait l'objet d'aucune surveillance. J'ai jamais vu un policier ou un gendarme rentrer dans le magasin voir s'il y avait un respect. Jamais, jamais. Par contre, voilà, on allait balancer des drones dans la plage ou dans les massifs forestiers. C'est totalement aberrant. Par conséquent, si c'est aberrant, c'est pas que les gens sont totalement stupides. Ça veut dire qu'il y a un autre usage, que l'usage véritable, la raison d'être véritable n'est pas celle qui est annoncée. Ça veut dire qu'il y en a une autre, en fait, qui est cachée. Et il n'y a pas besoin de chercher très loin pour la trouver. C'est un usage fondamentalement politique. Le but du jeu, c'est de montrer qu'on a des drones, c'est de montrer qu'on a une volonté politique de faire telle ou telle chose. C'est ça le but. C'est pas du tout une question d'efficacité par rapport au risque sanitaire, pas du tout. Et c'est typique, c'est ce que j'ai montré dans mon livre sur la vidéosurveillance, c'est-à-dire que le développement de toutes ces technologies de surveillance repose en fait fondamentalement sur l'alliance entre les intérêts des industriels, qui sont des intérêts mercantiles, hein, voilà, c'est du business, du fric, et d'autre part, les intérêts des politiciens, qui eux veulent montrer qu'ils font de la sécurité, parce qu'ils prétendent l'incarner, et qu'au bout du compte, ils pourront dire « votez pour moi et vous serez davantage en sécurité ». Alors, il y a eu le débat sur le Covid, grippette, pas grippette, etc. J'avais regardé les statistiques concernant le nombre de décès du terrorisme en France, d'un côté, et les statistiques des gens décédés par ingestion de cacahuètes. Et il y avait plus de gens qui mouraient par ingestion de cacahuètes en moyenne sur 10 ans que de gens qui mouraient de suite d'actes de terrorisme. Les moyens de prévention par rapport au risque de décès par ingestion de cacahuètes sont assez restreints. Voilà, donc je pense que c'est le genre de sujet où on voit bien que le terrorisme a été finalement le cache-sexe d'un renforcement du contrôle policier, du contrôle de l'État sur les citoyens. Ah oui, alors si vous voulez qu'on parte par là, j'en aurais beaucoup à dire. J'ai publié en 2016, je crois, là, dans un bilan d'un programme de recherche que j'avais créé à l'Université d'Aix-Marseille qui s'appelait Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux. J'ai publié notamment un petit article sur qu'est-ce qui risque le plus de nous causer des blessures à nous tous, citoyens, dans l'année, statistiquement. Voilà. Et évidemment, ce n'est pas du tout le risque d'être agressé par un bandit ou je ne sais quoi dans l'espace public, ni même d'être agressé par son mari, son oncle ou je ne sais quoi dans l'espace domestique. Le principal risque d'être blessé et d'aller à l'hôpital, c'est les accidents domestiques, les accidents de sport, les accidents de jardinage, enfin, etc. Voilà, c'est la vie réelle. La vie réelle, en fait, c'est ça. Voilà. Donc oui, c'est une réalité. Alors après, pour d'autres raisons, on comprend bien qu'on se préoccupe d'un certain nombre de menaces qui concernent la sécurité publique et qui ont une dimension psychologique aussi, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si, en termes de dangerosité physique, blessures corporelles, nombre de morts ou de blessés, etc.,
il n'y a pas photo entre ce qui sont les vraies causes au quotidien, qui sont des accidents, en réalité, des accidents et des choses involontaires, hein, et puis par ailleurs tout ce qui relève tout ce qui relève de la criminalité. Ça, c'est tout à fait certain. On pourrait ajouter que ben c'est pareil, il y a 5 ou 6 fois plus d'accidents mortels de la route que d'homicides. Et puis si on continue pour faire des liens avec l'actualité, on pourrait rajouter que un médicament comme le Mediator a tué infiniment plus que, enfin, c'est même plus que 10 ans d'homicide. Enfin voilà, les proportions n'ont rien à voir, et c'est révélateur évidemment de la symbolique qu'on accorde aux choses. Mais je retiens votre histoire des cacahuètes, parce que d'habitude, moi j'utilisais, quand j'ai fait un article par exemple sur la prétendue dangerosité de l'hydroxychloroquine. Donc je redis que j'ai aucune idée de quel est précisément l'intérêt de cette molécule, etc. Par contre, ce dont je suis sûr, parce que j'ai travaillé dessus, contrairement à 99,9% des gens qui ne font que parler, en répétant ce qu'ils ont lu rapidement ici, ce qui est sûr, c'est que quand on travaille réellement la chose, c'est une blague, hein, l'histoire que l'hydroxychloroquine est un produit super dangereux qui va tous nous provoquer des accidents cardiaques. C'est une blague en fait, hein. C'est juste pas sérieux si on travaille la question. Donc, moi, j'utilisais comme comparatif en général l'abus de Doliprane, sur lesquels il y a quelques données aussi, hein, voilà, pour expliquer aux gens qu'il faut sortir de cette panique là sur une molécule ou un médicament. La question fondamentale dans l'usage de toute chose, c'est le dosage, évidemment, hein. Donc voilà, effectivement, si vous avalez d'un seul trait le paquet de cacahuètes, ça peut être mortel. Si vous avalez toute la blague de Doliprane, la boîte de Doliprane, ça peut être mortel, etc., etc. Alors, on a assisté et on assiste encore aujourd'hui à des grands mouvements de manifestation en relation avec l'étouffement de George Floyd aux États-Unis. Ça a fait aussi ressortir le cas d'Adama Traoré. On voit que tout ça est quand même connecté à cette fameuse technique. Alors, outre les problèmes de racisme qui doivent faire l'objet en tout cas d'un procès, on voit qu'il y a cette fameuse technique d'immobilisation sur le ventre, qui visiblement fait quand même des morts assez régulièrement. Qu'est-ce que il y a des gens qui, voilà, il y a des pays qui ont choisi de ne plus pratiquer cette technique d'immobilisation. Quel est votre sentiment sur cette question de la technique d'immobilisation? Et puis, après, de manière générale, on pourrait évidemment parler de ce qui s'est passé avec George Floyd. Là aussi, j'allais dire des choses concrètes toutes simples. La fin et les moyens. Quel est le but? Le but de l'immobilisation, c'est de pouvoir juste maintenir quelqu'un tranquille le temps qu'on le menotte. Point final. Si nous étions des gens raisonnables et s'il n'y avait pas de violence policière, la question serait réglée. Je veux dire, voilà, une technique quelle qu'elle soit, elle a une finalité, un objectif. L'objectif, c'est de passer les menottes à quelqu'un pour ensuite l'embarquer dans la voiture. Et c'est fini. Sauf que la technique est détournée de sa finalité pour devenir en soi un instrument de contention, un moyen de marquer son pouvoir, un moyen de punir, un moyen de faire mal. Et bien, la violence policière, c'est là qu'elle naît. C'est lorsque des policiers détournent une technique de sa finalité pour en faire autre chose. Et c'est ça qu'il faudrait systématiquement punir. Je trouve cette observation de notre part tout à fait intéressante en termes d'approche de solution. Parce que c'est vrai que l'idée de cette chaîne, c'est de parler de solutions et pas d'être uniquement porté sur des constats de difficultés. Et ce que vous dites, moi j'entends ça, je me dis, ben oui, mais l'immobilisation sur le ventre, pourquoi pas, mais limité dans le temps à 1 minute, par exemple, maximum. On sait que normalement, il y a peu de chances que quelqu'un décède au bout d'1 minute sur le ventre. Bien sûr, donc limité aussi en nombre de personnes. Un certain nombre des violences policières auxquelles on a assisté sont liées au fait qu'il n'y a pas un policier qui se met sur un individu. Il y en a 2, et j'ai même vu des scènes où il y en a 3. On peut imaginer le poids de 3 hommes, qui plus est avec tout un pactage, hein, tout un habillement lourd, etc., qui écrase le thorax d'une 4e personne située tout en bas contre le bitume. Enfin, c'est insupportable. Et chacun le comprend tout de suite. C'est évident que c'est hyper dangereux
et que ça devrait être totalement prescrit et en soi puni. En soi puni. Même si la personne qui est écrasée se relève et qu'elle n'a rien, ça doit être puni. Parce que je répète, c'est un détournement de la chose. Il y a toute technique, de même que toute arme a une finalité, a des règles d'engagement, a des procédures. C'est pas pour rien que les policiers vont à l'école, qui font des stages, qui a des règles, qui a un code de procédure pénale. C'est pas pour rien. Bon. Tant qu'on n'aura pas fait comprendre ça clairement à l'ensemble des policiers, on n'aura pas réglé, on ne pourra pas sortir du problème. Voilà. Tant qu'on continuera à dire « Oh, c'est un hasard, c'est un accident, oh, la personne devait être fragile, oh, ou bien « Oh, c'est la responsabilité d'un tel précisément qui est le mouton noir du gentil troupeau, etc. » Tous ces arguments fallacieux qui sont ceux que nous servent régulièrement la plupart des représentants des syndicats de police qu'on voit arriver sur les plateaux de télévision, puisqu'il ne peut pas y avoir de toute façon une émission où on parle de la police sans qu'il y ait un ou deux représentants d'un syndicat de police qui systématiquement, on sait déjà ce qu'il va dire avant qu'il arrive. De toute façon, il va chercher par tous les moyens à minimiser tous les problèmes, à enlever toute responsabilité collective, à ne pas discuter les véritables processus de fond comme ceux qu'on vient de dire là, à rabattre sur de l'accidentel, de l'individuel, du circonstanciel, que sais-je, du cas fortuit, de l'imprévu, bref, toutes choses qui permettent d'éviter tout débat de fond. Voilà. Ce qui est terrible, hein, malheureusement. Voilà, c'est typique aussi, il y a eu beaucoup de travaux universitaires là-dessus. Hein, l'hypercorporatisme des syndicats de police, c'est quelque chose qui est bien connu. Qui plus est, ils sont sous la concurrence, une concurrence interne. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui ne fait pas suffisamment son discours corporatiste, immédiatement, il y a des autres syndicats de police qui envoient des communiqués à tous leurs adhérents et aux autres. Ah, vous voyez comment tel syndicat ne soutient plus nos valeureux collègues et machin. Donc, ils sont en permanence sous la pression du regard comme ça les uns les autres. Donc, chez les gardiens de la paix, c'est typique entre SGP, unité police d'un côté, Alliance de l'autre, etc. En permanence, c'est une espèce de guerre de communiqués, de machin. Et donc, celui qui arrive sur le plateau de télé, non seulement il a peur du regard des policiers en général, mais surtout, il a peur du contrôle que vont exercer les autres syndicats sur lui. Voilà. Donc, il faut savoir ça. C'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes que les journalistes font semblant de jouer. La plupart sont au courant. Ils font semblant de le jouer et ils le rejouent émission après émission. C'est une des raisons du discrédit majeur, évidemment, hein, croissant de l'ensemble des médias, c'est que ce théâtre est de plus en plus perçu comme tel par beaucoup d'entre nous. Voilà. Mais donc, oui, il y a évidemment des problèmes de violence policière qui ne sont pas traités comme ils devraient l'être, alors qu'ils pourraient être réglés. Voilà, alors qu'ils pourraient être réglés, parce que par ailleurs, comme c'est le cas dans la majorité de la société, la majorité des hommes et des femmes qui font le métier de police sont des gens honnêtes qui ne demanderaient qu'à pouvoir travailler mieux. C'est très important de le dire, hein, j'y insiste. Hein. Par conséquent, si on voulait vraiment les aider et vraiment éradiquer toutes les mauvaises choses dont nous parlons, il y aurait moyen de le faire. Mais encore faut-il le reconnaître comme tel et pas rabattre ça, je répète, sur du cas fortuit, de l'accident, de la dérive individuelle, etc. Mais regardez en face les problèmes un peu plus structurels qui se posent. Alors justement, j'aimerais bien avoir le regard du sociologue. On a le cas, ce drame de George Floyd aux États-Unis, d'un côté, qui révèle une difficulté à la fois dans la relation d'une partie de la population américaine avec ses forces de l'ordre, dans la relation de la population américaine ensuite, cette même partie de la population noire américaine, dans son pays, dans son ensemble, avec une vision sociétale et pas uniquement liée à des questions de violence, mais plutôt à des questions de prospérité, d'épanouissement dans la société. Quel regard portez-vous sur cette société-là, d'une part, sur ces différents niveaux, ces différentes strates de problématiques qui peuvent toucher à la relation avec les forces de l'ordre d'un côté, et ensuite à la société dans l'ensemble, d'une part, aux États-Unis, et puis en France. Ben, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est le miroir que nous tendent les États-Unis pour penser notre pays à nous, évidemment. Hein. D'autant que je ne suis pas spécialiste des États-Unis, même si, bon, ben,
on voit bien là aussi qu'il ne suffit pas de mots pour chasser l'histoire. Hein, et que voilà, quand il y a eu la fin de l'apartheid aux États-Unis, c'est il y a seulement un peu plus d'un demi-siècle. Hein, et encore la fin théorique, la fin juridique. Voilà, entre le moment où on change une loi et le moment où véritablement son esprit et son application ont pénétré dans toutes les couches, à tous les âges de la société, ça prend en fait du temps, on le voit bien. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est au fond les répercussions que ça a eu en France et qui sont doubles. Il y a la répercussion, bien sûr chez ceux qui luttent au fond contre les violences policières et pour la reconnaissance du fait qu'il y a un problème de racisme policier qu'on va analyser, qui est compliqué, hein, qui a plusieurs facteurs, plusieurs couches. Donc eux ont saisi au fond l'événement pour reposer cette question qu'ils essayent régulièrement de poser. Donc vous avez parlé du collectif pour Adama Traoré, mais on peut observer les associations antiracistes classiques qui se sont remobilisées à cette occasion-là. Hein, SOS Racisme qui a fait toute une… Bon, bref. Donc ça, c'est la première chose qu'on constate. Et la deuxième chose qu'on constate tout de suite, c'est que ces mobilisations dans l'espace public et ces prises de parole dans les quelques lieux du débat public et des médias où elles peuvent éclore, ce qui n'est pas très fréquent, hein, sont immédiatement l'objet de contestation, voire de censure, comme si on touchait un tabou. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. L'espèce de polémique qu'a déclenché cette actrice dont le nom m'échappe parce que je ne la connais pas spécialement, actrice ou chanteuse, j'avoue que je ne sais plus, qui a déclenché toute une polémique là, depuis une dizaine de jours, parce qu'elle a juste dit ça. Elle a juste dit il y a un problème de racisme policier, il faut qu'on en parle, au fond, quoi. Et c'est très intéressant de voir l'espèce de levée de bouclier. Vous avez immédiatement 35 élus qui sortent et qui vous disent mais non, enfin, on ne peut pas dire ça, c'est scandaleux, blablabla. Vous avez évidemment donc, tous les syndicats de police qui vous disent c'est scandaleux, tagada. Vous avez la plupart des journalistes, éditorialistes et autres qui font semblant d'être neutres, ce qui est une autre plaisanterie du débat médiatique, la neutralité des journalistes, qui immédiatement embraye aussi, ce qui fait que la personne qui a dit il y a peut-être un problème, il faudrait qu'on en parle, finit par passer pour un espèce d'extrémiste dangereux, comme peut-être certains vont penser que les propos que je tiens là sont un truc incroyable d'extrémiste je ne sais quoi. C'est une blague, hein. Bon, tout ça en fait est une blague. Bon. Mais ça révèle l'existence d'un tabou. Voilà. Donc en France, on ne devrait pas pouvoir dire ça. Il n'y a pas, d'ailleurs, il n'y a pas de racisme. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aux États-Unis, ils emploient des concepts de race que nous n'employons pas. Eux, ils disent les blancs, les blacks, les hispanos, les asiatiques, etc. Nous, on ne doit pas le faire. Voilà. Et on fait semblant, c'est ça la blague, hein, on fait semblant de penser que parce qu'il n'y a pas le mot, alors il n'y a pas la chose. C'est ça le truc. S'il n'y a pas de mot pour nommer la chose n'existe pas. Waouh. Quelle blague, en fait. Bon, c'est ça le truc. Ben non, grande nouvelle, grande découverte, quelque chose peut exister. Il se trouve qu'on n'a pas le droit de mettre un mot dessus, mais ça existe quand même, quoi, hein, parce que les choses ne nous ont pas attendu. Voilà. Donc, évidemment qu'il y a des logiques qui sont très comparables entre la France et les États-Unis, même si ce n'est pas la même histoire, ça ne porte pas sur les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes catégories de personnes. En France, il n'y a pas un problème avec les Noirs, pour dire les choses, parce qu'on n'a pas connu l'apartheid blanc-noir comme c'était le cas aux États-Unis. Bon. Par contre, nous, en France, il est très clair qu'on a un problème avec nos anciennes immigrations coloniales, enfin nos immigrations en provenance des anciennes colonies, c'est-à-dire fondamentalement les pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. C'est tout à fait clair. Et ça date pas d'hier en plus. Hein. En gros, on va dire c'est la guerre d'Algérie entendue comme son processus large, pas uniquement les 4 ou 5 années finales de guerre, qui a exacerbé complètement ça, et quelque chose qui avait des précédents en plus, mais qui a jamais complètement disparu. Mais ça, c'est un vrai problème. Alors, si on rentre un peu dedans dans l'analyse pour être sérieux, moi, je dirais qu'il y a au moins 4 choses qu'on peut dire pour essayer d'être dans le réel quand on parle, parce que c'est des séries de faits qu'on ne peut pas contester. La première, c'est l'existence de ce qu'on appelle les contrôles aux faciès. Ça fait évidemment des décennies et des décennies que les personnes qui en sont victimes le disent, mais maintenant, ça fait depuis, je crois que c'est 2009, donc 11 ans, que nous l'avons, dans la recherche en sciences sociales, nous l'avons montré et chiffré
Voilà, le premier rapport, je crois que c'est 2009, c'est mes collègues René Lévy et Fabien Jobard. Ça porte sur une discrimination au faciès à Paris à partir d'études comparées d'une gare, une grande place publique, et puis j'oublie le troisième, bref, et ça mesure très précisément le pourcentage qu'on a de chances de se faire contrôler selon qu'on est plus ou moins jeune, plus ou moins vieux, un homme ou une femme. Il y a le critère du style d'habillement également, et il y a le critère de la couleur de la peau. Et donc, dans ce rapport, il est chiffré très précisément. Si vous avez un faciès type maghrébin, type africain subsaharien, vous avez tant de pourcents de chances de plus de vous faire contrôler que si vous avez un faciès blanc. Voilà. Donc les choses, elles sont connues, et dans quantité de pays, d'autres pays occidentaux, il y a des études là-dessus, etc. Ça, c'est le premier élément. Donc, le dénier, le contester, soit on est un ignare, soit on est un hypocrite. Voilà. Mais les contrôles faciès, c'est une réalité. Deuxième chose que les sciences sociales ont montré, que je trouve intéressante, c'est l'existence d'un genre de racisme professionnel. Alors, il faut bien s'expliquer là-dessus, parce que c'est important. Au premier abord, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont policiers, ça ne va pas passer, ils ne vont pas supporter, les poils vont se hérisser, tout ça. S'ils se calment et qu'on discute tranquillement, ils vont voir que voilà, ça peut, je pense, davantage se comprendre. Il y a le plus important sociologue en France qui a créé au fond la sociologie de la police, qui a ouvert ce champ d'études. Il s'appelait, puisqu'il est décédé, il s'appelait Dominique Monjardet. Il a écrit un livre que je recommande à tout le monde, qui est un classique, qui a déjà une bonne vingtaine d'années, un quart de siècle, qui s'appelle Ce que fait la police. Un truc comme ça. Dominique Monjardet, 1996, édition à découverte. Bon, et d'autres études qu'il a fait par la suite. Il y en a une notamment qui est tout à fait intéressante. On étudie les représentations des policiers. On fait une enquête au moment où ils rentrent à l'école de police. On parle des gardiens de la paix, les policiers de base. On fait une enquête au moment où ils rentrent à l'école. On fait une enquête au moment où ils sortent de l'école. Et on fait une enquête, alors je ne me souviens plus si je crois que c'est 2 ans après, donc lorsqu'ils sont en activité depuis 2 ans. Et on regarde si dans leur représentation, il y a des choses qui ont bougé. Eh bien, en termes de représentation à caractère raciste, on s'aperçoit, c'est ça qui est intéressant, qu'ils sont plus racistes à la sortie de l'école qu'ils n'étaient à l'entrée, et encore plus 2 ans après sur le terrain que quand ils étaient sortis de l'école. Autrement dit, c'est ce qu'explique du coup le sociologue, il y a une sorte de racisme professionnel, c'est-à-dire un racisme qui se développe avec la socialisation professionnelle. C'est quand même vachement intéressant ça, parce que du coup, ça permet de couper court à l'explication simpliste consistant à dire ouais le policier c'est un homme raciste en soi. Ben non, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus un homme qui le devient que quelqu'un qui l'était. Alors, troisième élément, il n'y a pas d'élément à ma connaissance, il n'y a pas d'enquête d'opinion qui permette de mesurer l'opinion politique des policiers et leur vote par rapport, et avec tous les critères de genre, de milieu social, d'âge, etc., par rapport au reste de la population pour montrer s'ils votent davantage pour l'extrême droite, par exemple, que d'autres. Il y a quelques indicateurs. Il y a eu notamment quelques études célèbres sur quelques bureaux de vote, notamment à proximité de casernes de gendarmerie ou de militaires. Il y a eu des études de forums policiers pour la police nationale. Récemment, sur Mediapart encore, il y avait des papiers à ce sujet-là. Bon, donc il y a un certain nombre d'indices très forts comme ça, mais ça n'est pas la preuve par l'enquête en population générale sur échantillons représentatifs, comparés, etc. Voilà. Bon. Donc, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, le plus important, je crois que c'est ce qu'on venait de dire juste avant, c'est-à-dire le policier ne naît pas raciste, au fond, si vous voulez, il le devient en devenant policier. Voilà, quelque chose. Alors, certains vont peut-être trouver ça rassurant sur les personnes, sur l'humanité, on va dire. Par contre, c'est très inquiétant si on devient raciste en devenant policier, si c'est le métier vous-même qui vous rend raciste. C'est très inquiétant parce que ça veut dire du coup, et c'est ça qui est essentiel, combien c'est difficile de lutter contre. Ça n'est pas en se préoccupant de l'éthique des individus, et ça n'est certainement pas évidemment en faisant des leçons de morale aux personnes, pas plus que quand on va faire des cours de citoyenneté aux petits-enfants, pour leur dire, tu sais, ça c'est pas bien, il ne faut pas faire ça.
moi j'ai toujours dit c'est une blague ça, hein, aussi. Encore ça s'appelle concrètement, ça s'appelle de la tchatch. Il faut dire les trucs comme ils sont. Ça s'appelle de la tchatch. Voilà. Donc on peut parler, faire les rappels, écrire écrire comment dire, des codes de déontologie, des codes d'éthique, des règlements intérieurs, tant qu'on veut, ça reste de la parole. Tout ça reste de la parole. Voilà. Si on veut être efficace, puisque vous cherchez les solutions, il faut trouver des outils qui correspondent à ce qui produit vraiment les phénomènes contre lesquels on veut lutter. Sinon, c'est de la tchatch et ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, faire des leçons de morale à chaque policier, les réunir dans une salle, je sais pas, j'imagine, on dit à tous les commissaires, allez, réunion générale de vos hommes dans vos commissariats, et vous leur dites, bon les gars, ça va pas, hein, c'est pas bien, je veux plus voir ça. Ok, super, impact, zéro. Et impact, zéro. Voilà. Pendant quelques jours, peut-être, les 2-3 policiers qui sont davantage remontés contre ça vont se permettre de parler un peu plus, de critiquer un peu plus, et puis petit à petit, c'est l'habitude qui va reprendre le cours normal des choses et étouffer tout ça, et la parole n'aura eu aucun impact. Donc il faut se situer beaucoup plus en amont. Ce qui m'amène à la 4e réflexion, qui est que, à mon sens, le meilleur moyen de lutter contre les préjugés racistes qu'on rencontre donc assez fréquemment dans la police nationale, comme sans doute dans la gendarmerie, même si ça s'exprime peut-être un peu moins. Il faudrait développer encore là le fonctionnement de ces organisations. La quatrième raison, il faut bien voir qu'elle est par ailleurs sociétale. On ne va pas évidemment reprocher aux policiers de faire des choses si par ailleurs c'est ce que fait la majorité de la population. Alors, je ne dis pas que la majorité des populations déclarent des opinions racistes, évidemment, mais encore une fois, ce n'est pas les mots qui comptent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la société française, de manière générale, passe son temps à dire d'une façon ou d'une autre que les habitants de certains quartiers sont des moins bons citoyens que les autres. Ou en tout cas, passe son temps à entretenir le soupçon, on va le dire comme ça, que les habitants des quartiers populaires, des quartiers les plus pauvres, habités principalement par les familles issues des immigrations les plus récentes, c'est comme ça qu'il faut dire, puisque la France est un vieux pays d'immigration, sont au fond des moins bons citoyens que les autres, sont moins français que les autres, sont moins vertueux que les autres, sont moins moraux que les autres, ou que sais-je. Si la société française globale produit en permanence ce discours, eh bien alors, on ne peut pas s'étonner du fait que les policiers se comportent moins bien avec les habitants de ces quartiers. Et ça, c'est un fait. Et c'est ça la discrimination. La discrimination, c'est le fait de ne pas traiter tout le monde de la même manière. C'est-à-dire le fait de ne pas être républicain. Il faut le rappeler à tous les gens qui se gargarisent des grands mots, les valeurs républicaines. La valeur numéro 1, c'est l'égalité de tous devant la loi. Si par conséquent, je ne traite pas de la même manière des personnes qui ont pourtant le même comportement, je suis anti-républicain. Donc c'est ça le problème qui nous est posé, c'est la contradiction entre nos valeurs fondamentales d'égalité de tous devant la loi et la réalité du deux poids deux mesures généralisé. Ce qu'on a pu voir aussi pendant le confinement d'ailleurs. Oui, c'est très clair que entre la personne qui a une villa avec un jardin de 3 hectares et puis la personne confinée dans un appartement de 30 mètres carrés avec plusieurs enfants, ce n'est pas tout à fait le même scénario. Sur la partie solution, justement, qu'est-ce que le sociologue aurait à dire sur comment arriver à sortir de cette situation qu'on observe, qu'on constate, que vous avez mesurée? Moi, je crois à une chose qui est là aussi très simple, qui va nous ramener encore une fois aux réalités humaines de base, de même manière que ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de problèmes sanitaires et médicaux. Vraiment, on oublie les choses humaines de base. La base, c'est ce qu'à une époque, on a appelé la police de proximité, qui depuis 2002 est devenu un gros mot, un tabou pour certains, un tabou idéologique en fait, parce que M. Sarkozy est allé à Toulouse tuer symboliquement la police de proximité. La plupart d'entre nous qui ont quelques années de bouteille s'en souviennent.
C'était un coup médiatique et politique, bien monté, bien ficelé. Si c'était à Toulouse, ce n'était pas par hasard. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans l'histoire. Tout a été écrit également là-dessus. Hein. Il suffit d'aller lire les travaux. Ce qui est dramatique, c'est qu'il a réussi son coup idéologique, au fond, Sarkozy, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a réussi à imposer dans le débat public l'idée que la police de proximité, c'est une police qui est trop gentille, hein, et qu'on ne peut pas se permettre d'être gentil, au fond. Voilà. Et que le policier doit incarner la force. On se souvient de sa petite phrase, hein, vous n'êtes pas là pour organiser des matchs de football avec les jeunes dans les quartiers, vous êtes là pour interpeller. Point. En langage policier, vous faire du saut dessus, vous courez après les méchants, Bob, police, menottes, prison, hein, Galabru dans Subway. Il faut quelques années là aussi pour s'en souvenir de celui-là. C'est néanmoins un film tout à fait qui mérite d'être revu. Alors, le problème, c'est qu'il nous a piégés depuis, et que toute personne qui arrive en disant faudrait peut-être reparler de la police de proximité, vous dit oula, oui, toi tu es laxiste, hein, toi tu es pour les gentils. Voilà. Bon. Or, c'est vraiment une énorme bêtise qui, pour des raisons idéologiques, donc s'est imposée. Explication, c'est quoi la police de proximité? La police de proximité, c'est pas une police de gentils qui cherche à faire ami-ami avec la population et qui passe son temps à faire la tournée des cafés ou des terrains de foot ou que sais-je. Voilà. La police de proximité, elle utilise le dialogue permanent, l'interconnaissance à des fins de police. Il y a que les idiots qui ne connaissent pas la police qui peuvent croire à la fable sarkozyste. Quand on connaît la police, on sait que la clé de l'efficacité de toute action de police, c'est son niveau d'information. Juste un point, parce que là vraiment, ouais. Vous êtes en train de présenter justement une solution qui, pour le coup, a été écartée par un ancien président de la République. Est-ce que vous, avec les éléments de la sociologie, avec les données statistiques, vous êtes en capacité à établir que la police de proximité, sur un territoire donné, avait des résultats nettement plus intéressants qu'une police plus conventionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui? Alors, il faut s'entendre sur les critères, évidemment. Intéressant de quel point de vue? Si c'est intéressant en termes de faire du bâton, comme on dit dans la police, dans ce qui est donné comme outil de contrôle, la politique du chiffre, si ce qui compte, c'est le nombre de bâtons, ce qui compte, c'est le nombre d'interpellations, de faits élucidés, si ce qui compte, c'est le nombre d'entrées en prison, le système fonctionne merveilleusement bien. Il n'y a jamais eu autant de gens qui rentrent en prison. Jamais autant. Bon, là, il y a une petite baisse pendant le confinement, mais vous allez voir que ça va remonter au niveau où c'était avant. Mais donc, il n'y a jamais eu autant de gens en prison depuis la Libération. La Libération, pas la fin du confinement, hein, la Libération de 1945, pour les jeunes qui nous regardent. Il n'y a jamais eu autant de gens en prison depuis 1945, que ce soit en effectif ou en taux par rapport à la population, hein, parce qu'il n'y avait pas non plus la même population. Bon. Le volume de procès-verbaux, le volume d'affaires traitées par la justice, enfin, les indicateurs, si c'est ça qu'on prend comme indicateur de performance, alors il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien d'accord que là, le sujet, c'est plutôt de se situer justement au niveau d'un citoyen et donc de s'interroger sur des choses dont des citoyens lambda peuvent être victimes, du vol de sac à main à l'agression. Voilà. Est-ce que ces faits-là, qui sont, dont les citoyens sont les victimes, et je suis conscient qu'il n'y a pas que les agressions physiques, hein, vous aviez parlé la fois précédente des problèmes de délinquance en col blanc qui sont relativement maltraités, mais bon, voilà, par rapport à ça, par rapport à ces chiffres-là, il ne s'agit pas forcément de s'intéresser au nombre de gens qui vont en prison ou de coups de bâton qui sont donnés, etc., mais par rapport aux plaintes pour vol, pour je ne sais quoi, est-ce qu'on a aussi des chiffres qui montrent que cette police de proximité, à la limite peut-être à l'échelle d'une ville, hein, en prenant le cas de Toulouse ou d'un quartier de Toulouse, a fait ses preuves et a eu les résultats? Alors, à ma connaissance, la question ne s'est jamais posée exactement comme ça. C'est pour ça que je vous parlais de la politique du chiffre. C'est-à-dire que dans la police de proximité, bien sûr, il y a l'enjeu de savoir au final quel contrôle procédural, parce que c'est ça, on compte des procès-verbaux, hein, les statistiques, c'est le comptage des procès-verbaux. Donc, quel contrôle procédural on fait
avec les plaintes que ramènent les habitants ou avec les opérations que décident les policiers par eux-mêmes. Bon, c'est jamais fondamentalement là-dessus qu'ont été orientées les rares évaluations qu'il y a eu. Je dis bien rare parce que la fenêtre de tir, elle a été hyper courte. Vous vous en souvenez, c'est 99 chevènements qui lancent l'expérimentation. Tant bien que mal, avec beaucoup de vicissitudes, y compris d'ailleurs, on s'en souvient, la disparition de la scène du ministre de l'Intérieur lui-même pendant un moment, etc., jusqu'à l'entrée dans la campagne, dans la campagne électorale qui, on s'en souvient aussi, s'est faite entièrement sur le thème de l'insécurité et dans une espèce d'hystérie assez impressionnante sur laquelle il y a également beaucoup de travaux et avec le résultat aussi, enfin une des causes du résultat final dont on se souvient aussi aux élections, la présence de l'extrême droite au deuxième tour pour la première fois. Donc c'est tout un ensemble de choses. En réalité, il est probable qu'il y a eu quoi, 1 an et demi peut-être maximum, vous voyez, d'expérimentation. C'est vraiment très très peu. Personne ne peut prétendre tirer un bilan, vous voyez, fondamental là-dessus. Par contre, on peut s'intéresser aussi à ce qui se passe dans d'autres pays, une fois de plus, pas être complètement franco-français, ce qu'on appelle la police communautaire dans la plupart des autres pays. On peut regarder ce qui se passe, bien sûr, aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas, pas très loin, en fait, pas forcément très loin de chez nous, pour voir que dans tous ces pays, ce qu'on discute là est quelque chose qui est en fait assez banal. Il n'y a pas ce débat sur la gentille ou la pas gentille police ou la proximité, c'est bien ou c'est pas bien. Ce débat, il est réglé depuis longtemps. Moi, j'ai même souvenir d'un colloque il y a quelques années où c'était frappant de devoir dire certaines choses en ayant l'impression qu'on disait un truc important pour des Français et que les autres qui vous regardent en disant mais c'est une grande banalité que tu viens de dire là, camarade français. Bon, voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police de proximité, d'abord, donc ça a un objectif fondamental qui est de recueillir de l'information auprès des citoyens de base. Parce que, et pas pour le plaisir non plus de la connaissance, mais parce que la maîtrise de l'information, c'est le meilleur atout de l'efficacité policière. Si vous devez, que ce soit dans tous les métiers, évidemment en matière de renseignement, allons-y, disons les choses comme elles sont, pour illustrer ce que je veux dire. Vous prenez la ville de Nice, d'accord ? Caricature de politique municipale sécuritaire, de leaders qui se construit sur cette posture. C'est la grande ville où il y a le plus de caméras de vidéosurveillance, où il y a la plus grosse police municipale, armée jusqu'aux dents, travaillant la nuit, suréquipée, avec des brigades spécialisées, machin. Tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut imaginer, les drones évidemment dont vous parliez tout à l'heure, bref, toute la panoplie qu'on peut imaginer est déployée sur la ville de Nice. Bon. Or, à Nice, vous vous en souvenez, le 14 juillet 2016, il y a le deuxième plus grave attentat qu'on ait jamais connu ces dernières années. Le premier, c'est Paris en novembre 2015. Le deuxième, c'est le 14 juillet 2016 à Nice. On a appris par la suite, en regardant les enregistrements des caméras, que le terroriste avait fait ses repérages tranquillement dans les jours et les semaines qui précédaient l'attentat. Il les a fait avec son camion, dont le simple tonnage fait qu'il est interdit de circulation sur la promenade des Anglais, la vitrine touristique où a eu lieu le massacre. Ça veut dire que, ne serait-ce que pour de simples raisons de police de la circulation, les policiers municipaux qui regardent ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les écrans auraient dû le voir. Personne ne l'a jamais vu. Donc, est-ce qu'on est mieux protégé du risque d'attentat par les caméras ? C'est faux. C'est juste faux. C'est une blague. C'est une blague. 2, est-ce qu'après coup, au moins… Alors, sur le moment, ça ne sert à rien, évidemment, puisque par ailleurs, comme la plupart de ces attentats de l'époque actuelle, ce sont des attentats suicides. Donc, il n'y a même pas à courir après le type après qui voudrait s'enfuir. Il s'est suicidé. Okay, ça ne sert à rien non plus pour attraper les gens. 3, est-ce qu'on a retrouvé un quelconque complice par la suite grâce aux caméras ? Non, pas du tout. Ce qui fait des enquêtes qui continuent, d'ailleurs, je crois qu'il y en a encore, au moins une qui est encore ouverte au tribunal de grande instance de Nice, si ce n'est pas plusieurs. Ce qui font les éléments ensuite pour instruire ces dossiers d'éventuelle complicité, c'est en fait les outils classiques de l'enquête de police judiciaire, c'est-à-dire l'étude de la téléphonie, l'étude de l'ordinateur, etc., remonter la piste, à qui il a loué le camion, qui lui a prêté de l'argent, etc. Et bon, dans tout ça, ce qui est frappant, si on réfléchissait vraiment, dans tout ça, ce qui est frappant, c'est l'incapacité à voir venir les choses. Et si nous sommes incapables de venir les choses, c'est notamment parce que nous sommes incapables de percevoir ces fameux signaux faibles dont tout le monde se gargarise depuis des années.
mais dont personne tire les conséquences. Qui devrait précisément recueillir du renseignement humain de base pour capter les signaux faibles, si ce n'est la police de proximité? Or, si vous enfermez les policiers dans des voitures dans le but de tourner à 100 à l'heure dans tous les coins, machin bidule, sans jamais parler aux gens, il n'y a aucune chance. Si vous enfermez les policiers dans une posture de distance, de menaces de violence, etc., et que du coup, personne n'ose leur parler, il n'y a aucune chance que les gens vous témoignent et vous donnent de l'info, etc. Voilà. Donc la police de proximité, son but fondamental, c'est pas de boire des coups avec les gens ou d'organiser des matchs de foot pour se défouler. C'est fondamentalement d'obtenir la confiance de la population pour recueillir du renseignement, parce que le renseignement est la clé de l'efficacité policière. Alors, je viens de donner l'exemple le plus évident en matière de lutte contre le terrorisme et de renseignement d'usage immédiat et majeur, mais c'est vrai partout. En matière de police judiciaire, je vais vous donner une série d'exemples très concrets pour que les gens voient bien, et de choses que je connais très bien. Quand j'étais encore en région parisienne, ça remonte donc déjà maintenant à une quinzaine d'années, je reçois un coup de fil un matin d'un élu dans une ville où je travaillais qui me dit devine ce qui est arrivé ce matin, on a eu une descente dans tel bar d'immeuble d'un quartier pauvre bien connu où il y a du trafic de drogue. La police judiciaire avait organisé, donc à la suite d'une enquête, plan écoute, téléphonique, machin, tout ça. Hop, un beau matin, on débarque avec les policiers cagoulés, armés, etc., pour interpeller, en gros, la famille qui tenait le trafic dans cette barre d'immeuble. OK. Et il m'appelle en me disant, tu ne sauras pas l'histoire qui fait parler tout le monde dans le quartier, c'est qu'ils ont défoncé 5 appartements avant de trouver le bon. Voilà. Or, dans l'immeuble, tous les habitants savent que la famille de trafiquants, c'est l'appartement B4 de la coursive numéro 3 du 2e étage. Tout le monde le sait, sauf la police. Troisième exemple, je remonte cette fois il y a une quinzaine d'années, en région parisienne, quartier nord du 20e arrondissement, où il y a des quartiers pauvres comparables dans leurs indicateurs à ce qui se passe dans la Seine-Saint-Denis, qui est juste de l'autre côté du périphérique. Je suis attablé à un café dans la rue avec un éducateur parce que je travaille dans le club de prévention spécialisé de ce quartier. C'est le quartier Curial-Cambrai. On est en train de boire une bière, c'est l'heure de l'apéro, je sais pas, le soir. Ok, on voit arriver une voiture de police à toute allure qui s'arrête, qui pile et qui fonce vers 2 personnes qui sont de l'autre côté de la rue. 2 personnes qu'on connaît très bien, puisqu'il y en a un, c'est un des dealers du petit groupe de dealers de shit de cet immeuble, et que celui qui parle avec lui, c'est le binôme de l'éducateur avec qui je suis en train de boire une bière. C'est son binôme qui est parti discuter avec ce jeune-là. Pourquoi il discute avec lui? Parce qu'il fait son boulot d'éducateur. Il veut le convaincre de venir le lendemain matin pour faire un CV et discuter d'une formation qu'on pourrait lui trouver, etc. Bref, il fait son boulot d'éducateur pour essayer de sortir le jeune de la délinquance. Bon. Les policiers débarquent. Et c'est extraordinaire parce qu'ils ont en plus sur leur uniforme, il y a marqué police de proximité. Incroyable. Ils débarquent et en avant, contrôle, plaquage, menottage, un contrôle dur. On s'approche et on se rend compte de quoi? Eh bien, on se rend compte, c'est les policiers du quartier, c'est la police en tenue du quartier, donc dite de proximité. Eh bien, on se rend compte que les 3 jeunes policiers qui sont dans cet équipage ont interpellé de la même façon les 2 personnes, parce qu'ils les prennent tous les 2 pour des dealers de drogue. C'est-à-dire que la situation à laquelle on est arrivé en France, c'est qu'un policier n'est pas capable de faire la différence entre un éducateur et un dealer. Voilà la réalité. Quand on ne connaît pas la population, c'est ça qui arrive. C'est tout à fait dramatique, évidemment, à tout point de vue. Vous imaginez les conséquences sur l'image de l'éducateur, la crédibilité, machin, tout ce qu'on veut, bref. Mais voilà une série d'exemples, je m'arrête là parce que j'en aurai beaucoup d'autres encore, pour montrer c'est quoi le problème. Et donc inversement, une police efficace, c'est une police qui est ancrée dans la population, qui a de la confiance et de la reconnaissance de la population, qui par conséquent a de l'information, et qui par conséquent, outre qu'elle fait son travail de police ordinaire, elle le fait mieux, c'est la première chose, elle le fait mieux, et d'autre part, elle fait des choses qu'on ne peut pas chiffrer, mais qui sont certainement mieux aussi. Alors, je m'explique les 2 choses. D'abord, elle fait mieux les choses. Encore un exemple très, très concret. Scène typique de nos quartiers, de nos villes. C'est un peu long, mais c'est des choses tellement importantes et tellement fréquentes. Scène typique de quartiers de nos villes. On a des jeunes qui font des scooters en roue arrière sans casque, voire même il y en a ou l'autre c'est une motocross, ou il y en a un qui a trouvé un quad, ou que sais-je. Okay, typique, ils font du bruit, ils s'emmerdent, ils tournent en rond dans leur quartier. Évidemment,
Évidemment que ça fait du bruit, ça dérange tout le monde, ça fait peur aux gens qui sont sur les trottoirs quand en plus ils zigzaguent, ils passent sur un trottoir, ils montent sur un monticule, ils repassent sur la route. Ok. La voiture de police appelée par un tel arrive. La situation ordinaire aujourd'hui, c'est les gens ne se connaissent pas, les policiers coursent les jeunes. Avec deux issues classiques. La plus fréquente, c'est les jeunes arrivent à les semer parce qu'ils passent dans tel truc, ils les emmènent dans un endroit où la voiture ne peut plus passer, bref. Hein. Et puis, une fois de temps en temps, c'est l'accident. Et si l'accident est grave, c'est le risque d'émeute et en avant. Ces scènes-là, nous, on les connaît par cœur. On les a vécues tellement de fois. Si on a une police de proximité, et ça répond à votre question, si on a une police de proximité, c'est pas une police qui va dire « Oh, les pauvres jeunes, faut bien qu'ils s'amusent un peu, hein, allez, salut !» Pas du tout. La grande différence, c'est qu'une police de proximité va dire « Ah, c'est Sébastien et Mourad qui habitent la tour B2, parce que je suis le policier du quartier, moi je connais. Ok, ils font les malins, ils se sauvent, c'est pas un problème. Dans 2 heures, j'irai les choper chez eux et parler avec leurs parents. » Voilà la différence. On connaît les gens et par conséquent, on peut intervenir à bon escient et de façon plus efficace. Et puis donc, deuxième chose, c'est on ne peut pas chiffrer toute… au fond, on ne peut évidemment jamais chiffrer ce qui n'est pas advenu. C'est un des problèmes classiques avec la politique du chiffre. On ne peut pas chiffrer la prévention. Une bonne police telle que je viens de la décrire, une police de proximité qui est insérée dans la population, et la conséquence de son travail, c'est aussi qu'elle empêche beaucoup de problèmes de survenir parce qu'elle les prévient, elle les anticipe, elle les dénoue en amont. Bon. Et ça, on peut évidemment pas le chiffrer. Voilà. Mais il est certain, quand on suit la logique de tout ce qu'on vient de raconter, il est certain que ça existe, que c'est important et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut le faire sans réclamer des statistiques qui vont tout chiffrer à chaque fois. Alors justement, on prend cette hypothèse du fait de s'inspirer des meilleures pratiques internationales en matière de police de proximité. Pour vous, quel serait un pays qui serait exemplaire, qu'on aurait intérêt à suivre en la matière? Je ne suis pas assez connaisseur de tous les systèmes étrangers pour répondre sérieusement à cette question. La seule chose que je peux vous dire, c'est vous répondre avec une expérience, là aussi, que j'ai vécue aux Pays-Bas. Donc là aussi, il y a maintenant quand même quelques années, hein, où au fond, j'ai observé la chose suivante. C'est une autre manière encore de reparler du problème français, du blocage français qu'on a. Hein. J'observe une police de quartier, mais vraiment à l'échelle même de petits quartiers, avec un bureau de police de quartier, d'accord, qui est ouvert, je ne sais plus les horaires. Ce n'est pas toute la journée, il est fermé la nuit, mais c'est quand même assez élargi. Bref, je ne sais plus le détail. Donc un bureau de police de quartier, avec des policiers polyvalents, peuvent faire tous les métiers de police dans ce bureau de police. J'ai observé, je me fais raconter, je suis avec un collègue hollandais. D'abord, les policiers, ils se déplacent à pied ou en vélo. Voilà. Ils ont une voiture, si vraiment tout d'un coup, il faut aller très vite, vraiment tout au bout de leur secteur, et sinon, ils se déplacent à pied ou en vélo. Et surtout, j'ai observé la petite scène suivante que je trouve extrêmement révélatrice. Un nouveau policier, un petit jeune qui sort de l'école, est affecté au bureau de police de quartier. OK ? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que tous les habitants du quartier reçoivent un petit papier dans leur boîte aux lettres, une page photocopiée. Je vous parle d'une époque avant Internet. Hein, une page photocopiée où il y a marqué « Bonjour, voici votre nouveau policier de quartier. » Il y a sa photo, au gars. Il y a sa photo. Il s'appelle Monsieur Machin. Voici son numéro de portable professionnel. Si vous avez un problème, appelez-le. Mais on dit ça en France, c'est inimaginable, c'est lunaire. C'est lunaire. Vous savez qu'en France, c'est le contraire. Les policiers ne veulent même pas avoir un numéro qu'on puisse les identifier d'une quelconque manière, ce qui évidemment est aussi une des causes de l'impunité des violences policières, cet anonymat. Donc ça boucle la boucle, si vous voulez. La proximité, ça suppose l'interconnaissance, ça suppose qu'on se connaisse. Il y a aussi des petits inconvénients, bien sûr, à ça, toujours, hein, mais les avantages sont infiniment plus importants que les quelques inconvénients qu'il peut y avoir.